Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'€1 par mois, sans engagement. Grands entretiens. On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, éditée par Le Monde et National Geographic, et sera consacré à l'entreprise au Moyen-Âge. Qui sont les entrepreneurs au Moyen-Âge? Comment gèrent-ils leur affaire? À travers une source inédite, l'auteur nous plonge au cœur du XIVe siècle, dans l'Avignon des papes, pour suivre l'aventure entrepreneuriale de Jean Tesser, artisan cordier. Ce chef d'entreprise, ce commerçant respecte ce proverbe génois. Veuille toujours te souvenir de bien écrire tes affaires, afin qu'elles ne te sortent de la tête, écris-les aussitôt. Il conserve avec minutie les traces de son activité dans son livre de raison, qu'il complète de plusieurs centaines d'actes notariés. Sa maîtrise de l'écrit est essentielle et nous permet de découvrir l'intimité de ses boutiques et ateliers. Bref, d'entrer dans son affaire et de dévoiler ce que les sources médiévales n'offrent que rarement, un homme au travail. Nous suivons sa carrière de gestionnaire, ses réseaux professionnels et d'amitié, à l'échelle d'un quartier, d'une région et même de l'Europe méditerranéenne. Alors pour en parler, je suis ravi d'accueillir Mélanie Dubois-Morestin. Mélanie Dubois-Morestin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris, Ulm, agrégée d'histoire, docteur en histoire médiévale et professeur en CPGE littéraire au lycée Gambetta, Carnot d'Arras. Et nous vous recevons aujourd'hui pour Être entrepreneur au Moyen-Âge, Jean Tesser, artisan cordier d'Avignon, paru aux éditions Septentrion. Alors, Mélanie Dubois-Morestin, ce livre s'appuie sur une source inédite. Alors, comment vous y êtes-vous intéressée? Et quelle est cette source aussi, bien sûr? Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de pouvoir être là aujourd'hui pour parler de cet ouvrage. Alors, effectivement, c'est une histoire un petit peu toujours particulière que celle de la rencontre avec la source, en fait, qui va être l'objet de ces recherches. C'est un peu par hasard, des fois qu'on y vient, et c'est le cas finalement pour cette source-là, puisque en réalité, au début de mes recherches, en début de doctorat et même de master, en fait, je voulais m'intéresser à ce monde des marchands, le monde des villes, plutôt de la fin du Moyen-Âge, et puis voilà, pouvoir y accéder peut-être par d'autres biais que des sources plus communément utilisées. Et donc de pas être cantonné seulement aux notaires, même s'ils sont toujours une porte d'entrée extrêmement importante dans ces affaires-là. Et donc en fait c'est un professeur de Paris 1, là où je faisais donc mes études, Philippe Bernardi, qui avait eu accès à cette source, qu'il avait prise d'ailleurs en partie en photo, enfin bref, qui en avait fait la découverte et puis qui s'est dit là il y a peut-être quelque chose à faire et qui m'a proposé de m'y intéresser. Donc c'est ce que j'ai fait en master. Et puis en m'y intéressant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire en fait autour de cette source-là, parce que elle avait été pourtant repérée mais sans avoir été vraiment étudiée en profondeur. Et surtout, l'intérêt, c'est que donc ce livre de raison, dont on va reparler ensuite, mais en tout cas, ce livre de raison n'était pas une source unique. Il était pris dans un ensemble en fait documentaire. Beaucoup plus ample que ce que j'avais au départ pensé, donc autour de Jean Tesser. Et donc, finalement, ça permettait d'avoir accès à vraiment une partie importante de son activité, de sa vie, à travers des écrits qu'il avait lui-même produits, ou bien des écrits qu'il avait fait produire et qu'il avait ensuite archivés. Donc voilà comment je suis arrivée à cette source de manière un petit peu progressive. En fait. Voilà. Et comment a-t-elle pu être conservée de manière aussi complète, on va dire, parce que c'est très rare, de ce que je comprends dans les sources du Moyen-Âge. Donc comment se fait-il qu'on ait un corpus aussi cohérent? Alors en fait, notre chance, pour parler de manière un petit peu paradoxale, notre chance, c'est que Jean Tesser est mort sans avoir d'héritier.
En tout cas qui soient ses enfants, et donc auxquels il aurait transmis en toute logique l'ensemble de ses archives, parce que effectivement il nous reste un livre de raison et des actes notariés, mais ces archives étaient beaucoup plus amples encore que ça. Mais il n'a pas pu les transmettre donc à ses enfants, qui sont de toute évidence, pour ce qu'on en sait, donc tous décédés avant lui. Et donc Jean Tesser a institué la ville d'Avignon héritière universelle de ses biens. Donc en fait, il a transmis l'ensemble de ses archives et une partie de ses affaires à la ville. Et c'est la ville, en réalité, qui a conservé ces archives, parce que c'était une manière pour la ville de pouvoir justifier des redevances, en fait, dues sur les différentes terres possédées par Jean Tesser. Et donc, en fait, pour pouvoir récupérer l'essence sur ces terres, eh bien, il lui fallait les sources qui étaient celles transmises par Jean Tesser. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est parvenu. Alors, après cette présentation des sources, quel est le contexte politique d'Avignon et de sa région dans cette deuxième moitié du XIVe siècle ? Oui, alors on a coutume de parler d'Avignon comme étant à ce moment-là l'Avignon des papes, donc une présence pontificale en fait qui n'est pas permanente et qui, avec le temps d'ailleurs, finit par disparaître. Mais c'est donc une période pour la ville d'Avignon qui est une période de grande activité en fait commerciale, une très grande richesse du point de vue donc de ces artisans. On est après les années les plus dramatiques de la peste, et en fait dans ce contexte de la seconde moitié du XIVe siècle, les artisans ont plutôt tendance à vivre plutôt bien dans ces villes marchandes, parce qu'ils se retrouvent en moins grand nombre avec des activités qui sont encore assez importantes, et donc en fait ils peuvent connaître des ascensions sociales, économiques assez florissantes, et c'est le cas en l'occurrence pour Jean Tesser. C'est-à-dire qu'en fait on est dans un contexte où, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne ressent pas d'effets négatifs de la peste par exemple, voilà, dans cette seconde moitié du XIVe siècle. Il n'en parle d'ailleurs pas du tout dans ses sources, et voilà, donc il y a vraiment une activité politique et économique qui permet l'installation et l'ascension sociale d'un certain nombre de familles et d'acteurs économiques et sociaux plus largement. Et si on revient à son activité, alors qu'est-ce qu'un cordier ? Quel est le métier du cordier ? Parce qu'on peut entendre plusieurs choses dans le mot cordier, donc il y a toute une description dans votre livre. Et voilà, que fait-il ? Voilà. Oui, alors effectivement, c'est une question assez technique, et effectivement, il y a une partie du livre qui revient sur ces questions de lexique, en fait, de vocabulaire utilisé pour le désigner, parce que c'est une question importante. Alors, il est appelé parfois chanvrier, et puis parfois, plus spécifiquement, cordier. Et donc, en fait, ce sont deux activités, bien entendu, complémentaires, mais qu'il faut quand même distinguer. Donc, le chanvrier, c'est celui qui... parfois, c'est pas le cas de Jean Tesser, mais qui parfois peut faire culture du chanvre, qu'il fait pousser dans des chenevières, et puis qui ensuite, ce chanvre est exploité pour pouvoir être transformé en toile, par exemple, ou bien en cordes, puisque ce sont des cordes qui sont faites en chanvre, ou bien encore en panier. Enfin, il y a plusieurs utilisations possibles. Il ne fait pas que des cordes. Donc. Voilà, il ne fait pas que des cordes, c'est ça. Et ça, c'est le chanvrier. Et un chanvrier est en fait aussi plus largement un marchand, parce qu'en général, ces chanvriers revendent la matière première sous différentes formes. Il y a aussi tout un aspect très technique dans ces éléments-là, donc du fil, de l'étoupe, des ballots de chanvre. Et ils revendent aussi souvent des toiles quand elles ont été ainsi transformées à partir de la matière première. Et donc, lorsqu'il est appelé cordier, c'est finalement mettre le doigt sur un aspect plus spécifique dans son activité qui est plus large que cela. C'est donc la fabrication des cordes à partir de la matière première qui est le chanvre. On peut aussi faire des cordes en jonc, mais en l'occurrence, c'est vraiment le chanvre qui est la matière utilisée. C'est la matière principale, clairement. Oui, absolument. Et il y a aussi toute une partie commerciale. C'est un commerçant. Oui. Il a
cette partie-là aussi dans le métier de cordier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il revend en fait ces cordes à de multiples acteurs en fonction des utilisations que l'on fait des cordes à cette époque-là. Et il revend également du chanvre en fil, en ballot, donc la matière première elle-même. Donc il y a tout un aspect effectivement qui est lié à ces échanges commerciaux entre lui et d'autres cordiers, d'autres chanvriers, et puis ensuite d'autres entrepreneurs ou artisans qui ont des besoins dans cette matière-là. Donc effectivement, il y a tout cet aspect-là des choses. Il est, à vrai dire, en fait, dans les sources que l'on a, beaucoup plus perçu comme un marchand finalement que comme le simple artisan, parce que voilà, son évolution économique, professionnelle semble quand même montrer qu'il a acquis une certaine posture de commerçant. Il va déléguer la production. Voilà. Et il va surtout s'occuper de négoce en réalité. Oui. Et alors comment devient-on cordier? Comment est-il devenu cordier? Est-ce qu'il y a justement une notion de lignage? Alors, on disait tout à l'heure qu'effectivement ses enfants étaient morts avant lui, donc justement il ne va pas pouvoir créer la lignée, ce qui nous permet d'avoir la source. Mais voilà, comment est-on cordier? Comment le devient-on? Alors on voit effectivement des lignages. Oui, je crois qu'en fait c'est un peu ça, une espèce de dynastie finalement de cordiers. Et en Avignon, il y en a un certain nombre. On en trouve beaucoup en fait en Avignon, en Provence. Ce sont des régions dans lesquelles on cultive le chanvre et donc où on le fait venir et puis on le travaille. Donc il y a comme ça des familles de cordiers et c'est le cas pour Jean Tesser, c'est-à-dire que son père lui-même était chanvrier cordier. Alors il ne s'installe pas dans l'atelier de son père. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il ne perpétue pas, on va dire, l'atelier, la boutique de son père. Il a été placé en apprentissage chez un autre cordier, auprès duquel il a donc fait une période d'apprentissage, ce qui est classique pour les normal, métiers. Pour tous ces métiers. Ils sont comme ça placés pendant plusieurs années pour être apprentis et apprendre donc le métier, littéralement. Et c'est après cette phase-là qui a duré a priori. Là, les sources ne sont pas très complètes. Précises. On prend les choses plus tard, mais finalement, au bout de 4 à 5 ans, il se retrouve à son compte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à travailler comme cordier pour son propre compte. Mais cette idée de lignée n'est quand même pas totalement absente, même s'il n'a pas pris la suite de son père, parce que alors là, je me suis appuyée sur des travaux qui existaient sur son patrimoine immobilier, qui sont les travaux de Anne-Marie Hayez, mais elle montre bien qu'il a en fait cherché à investir et à acheter des boutiques et des terres dans les rues où son père lui-même travaillait. Donc il y a quand même cet héritage-là. Voilà. Et lui-même a un fils dont on a connaissance dans le livre de raison avant qu'il ne décède, à qui il avait transmis l'apprentissance du métier de cordier et celui de marchand. Oui, donc s'il n'y a pas de lignage, en l'occurrence, c'est plus un accident. Alors, en ce qui nous concerne, mais il y a une famille assez connue de Sade qui fait le même métier et dont on a toute une dynastie, effectivement, qui a duré assez longtemps. Oui. Comment est organisée? Alors, on va plus parler de comment fonctionne cette entreprise, parce que c'est une entreprise. Comment est organisé donc l'approvisionnement de la matière première, et puis ensuite on parlera de la production. Alors l'approvisionnement pour Jean Tesser, parce pour le coup, lui ne fait pas culture du chanvre directement. Donc lui, il s'approvisionne, il fait venir la matière première qu'il transforme une première fois avant de la revendre. Donc il est un intermédiaire finalement dans cette chaîne de production. Alors il fait venir du chanvre de régions qui sont en fait réputées, connues pour pouvoir le produire, donc de Savoie, d'Italie, beaucoup du chanvre notamment de Lombardie. Donc voilà d'où il fait venir cette matière première par le biais de marchés, de foires. Il s'approvisionne dans les foires provençales, mais aussi du Languedoc et même jusqu'en Catalogne pour s'approvisionner donc en chanvre. Donc c'est ainsi qu'il se procure ce chanvre, et on voit bien qu'il passe assez régulièrement par les mêmes intermédiaires, c'est-à-dire qu'il a un certain nombre de marchands qui lui fournissent le chanvre, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas tellement. On ne voit pas Jean Tesser aller lui-même dans ces foires, il délègue cet approvisionnement soit à des gens qui sont
en fait ses employés, ceux qu'on appelle les facteurs, qui jouent ce rôle d'intermédiaire. Donc soit il fait ainsi, soit on le voit vraiment en affaires avec des négociants en fait, et auprès desquels il se fournit. Il se fournit directement et qui sont livrés à lui. Voilà, les produits sont livrés jusqu'à lui. Voilà, et les produits sont livrés jusqu'à lui. Donc c'est ainsi qu'il s'approvisionne en chanvre dans des... Alors avec toujours un soin particulier quand même dans sa manière de s'approvisionner pour la qualité du chanvre reçu. Il ne faut pas qu'il soit pourri, il faut que ce soit une certaine variété, Exactement. femelle, pas mâle, ou alors s'il est mâle, en tout cas c'est pour certains usages. Donc il y a tout à fait. il doit certainement devoir regarder précisément la qualité des produits. Ah oui, il regarde la qualité des produits, ça ne fait aucun doute. Il veut s'approvisionner en chanvre femelle, parce que donc il y a deux variétés finalement, le chanvre femelle ou le chanvre mâle, et celui qui est utilisé de façon préférentielle, mais c'est pas que Jean Tesser, c'est très largement répandu. Oui. C'est le chanvre femelle, et donc il précise bien qu'il reçoit du chanvre femelle. Il le dit explicitement, ou quand il ne le dit pas, c'est sous-entendu en réalité, parce que si c'est du chanvre mâle, en général, c'est parce qu'il a fait une mauvaise affaire. On voit bien que ça lui arrive d'avoir des revers dans ses affaires, et dans ces cas-là, c'est parce que justement on lui a vendu du chanvre qui n'était pas celui qu'il souhaitait. Et oui, il faut pas qu'il soit pourri, parce qu'en fait, il faut qu'il ait bien été... il faut le faire sécher avant transport. Et lorsqu'il n'a pas été séché correctement, mais effectivement, il peut arriver pourri. Et dans ce cas-là, ça ne va pas non plus. Donc, il y a, toute une espèce de contrôle qualité qui s'opère au moment de la réception des marchandises. Et alors une fois qu'elle arrive jusqu'à, on va dire, Avignon ou les alentours d'Avignon, alors quelles sont les prochaines étapes de production qui lui permettent justement de transformer cette matière première comme il le désire. Okay. Voilà. Alors il y a effectivement toute une série d'étapes à suivre. Le chanvre lui arrive, il le dit, c'est du chanvre brut. Donc voilà, la matière première, une fois qu'elle a été récoltée et séchée, mais il faut la transformer pour pouvoir en faire des cordes. On ne passe pas du chanvre au fil, en fait, permettant de faire le corde comme ça. Donc il y a l'étape qui consiste d'abord à battre le chanvre. Donc on enlève en fait toutes les impuretés de la matière. Donc ça, c'est une première étape. Le chanvre doit être battu. Il le dit ainsi. Ensuite, il doit être peigné. Donc c'est pour pouvoir le transformer justement en fil, encore un fil assez grossier, mais en tout cas une première étape permettant de donner au chanvre cet aspect-là, le fil. Et puis une fois qu'il a été peigné, il doit être filé. Donc cette fois-ci pour vraiment le transformer en fil sur une bobine. Sur une bobine pour pouvoir vraiment faire les cordes ensuite. Et c'est à partir de là qu'on peut faire les assembler. Oui. Alors Jean Tesser ne fait pas ces étapes-là lui-même, c'est-à-dire qu'il il n'est pas celui qui bat le chanvre ou qui le peigne ou qui même tout cela le est file. Délégué. Tout à fait. Il délègue. Il y a vraiment une organisation, une sorte de sous-traitance. Eh bien, il délègue ces étapes-là à des peigneurs de chanvre. Donc c'est un métier. Il y a ceux qui sont appelés les peigneurs de chanvre. Donc c'est un métier spécifique et très spécialisé. Et donc ils donnent la matière première à peigner avec des contrats. C'est ce qu'on voit dans le livre de raison. Il écrit qu'il donne à telle personne. Alors j'ai en tête quantité. Par exemple Guillaume Glaniera, qui est un de ces peigneurs assez souvent utilisés. Et donc voilà, il leur donne une quantité de chanvre à peigner pour telle date et avec la mention du prix qu'il dépense pour que ce peignage soit fait. Donc ça, c'est une première façon de procéder, oui. Et vous parlez justement dans votre ouvrage de Verlag System, en tout cas que c'était proche du Verlag System. Vous pouvez nous en dire deux mots? C'est ce principe en fait de sous-traitance, en quelque sorte, de l'activité artisanale. C'est lorsque un entrepreneur, un artisan, délègue une partie des tâches qui sont à faire sur son ouvrage, quel qu'il soit, à des ouvriers ou à des ouvrières, en général à l'extérieur de la ville, donc à la campagne. Et donc il s'agit tout un réseau, en fait. C'est ça. Et ce sont, par exemple, pour le fait de filer le chanvre, c'est surtout très présent pour le filage. Ce sont des ouvrières qui sont, mais très probablement, qui font sans doute
plein d'autres choses en fait. Ce sont des femmes qui complètent leur activité, leur revenu par ce biais-là. Elles ne sont pas fileuses, je dirais, à temps plein. Voilà, ce sont des femmes qui sont à la campagne, qui sont probablement épouses de paysans en fait, et qui pratiquent cet artisanat comme complément de leur activité. Revenu, peut-être sur des périodes où il y a moins de travail de champ, etc. Oui, et c'est quelque chose qui en fait continue à exister pendant très longtemps. Pendant toute l'époque moderne, on retrouve ce principe d'une espèce de pluriactivité des femmes. Et même au début de l'industrialisation du 19e. C'est un très vieux système en réalité. Absolument. Et là, on s'en rend compte parce que ça commence à dater, on est au XIVe siècle. Il y a une autre production, c'est l'étoupe, qui est un autre produit dérivé. Oui, on peut l'appeler comme un produit dérivé, oui, c'est vrai. En fait, c'est ce qui est récupéré justement une fois qu'on a pu battre le chanvre, le filet, etc. Il y a des résidus en fait, il y a des choses qui restent et qui permettent de former des sortes de ballots d'étoupe qui peuvent être utilisés pour d'autres pour d'autres éléments, qui le sont par exemple pour sur les bateaux en fait. On se sert de l'étoupe sur les bateaux, mais c'est vrai qu'il le mentionne, ça n'est quand même pas le cœur de son activité, mais disons qu'on perd rien en fait, on ne jette pas ces éléments-là, ils sont réutilisés. Tout c'est ça. Alors maintenant qu'on a vu donc l'approvisionnement et la production, comment est organisée la vente? Et on a commencé à en parler légèrement tout à l'heure en parlant du facteur. Donc, quel est-ce qu'un facteur? Que fait-il? Enfin, voilà, comment organise-t-il en fait son négoce in fine? Voilà. Eh oui, c'est ça, parce qu'il y a l'aspect production effectivement, donc avec des ouvriers qui sont soit à l'atelier, soit cette idée de déléguer une partie du travail. Mais une fois qu'il a récupéré les fils et qu'il a produit ses cordes, parce que là pour le coup la partie corde se fait vraiment dans son atelier, lorsque ce travail-là est fait, il faut vendre, et pour vendre effectivement il passe par des intermédiaires, donc qu'on appelle des facteurs. On retrouve ça de manière très classique, voilà, c'est pas du tout une originalité, c'est normal en fait. Donc il a des facteurs qui sont ces personnes qui l'emploient, qui ne sont pas du tout utilisées ou très peu pour l'artisanat lui-même, mais qui sont vraiment des gens qui sont employés pour se rendre dans les foires, aller sur les marchés, aller vendre la marchandise, aller acheter des matières premières. Enfin, ceux qui jouent ce rôle finalement d'intermédiaire entre le cordier lui-même, qui ne se déplace vraiment plus tellement, et ses clients ou ses fournisseurs. Ses fournisseurs aussi. Voilà, donc ce sont se déplacer, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer assez loin en réalité. Ah oui, tout à fait. Ils vont dans des foires qui se trouvent en Savoie, en Haute-Savoie, ou bien en Provence, plus au sud, ou bien en Languedoc. Ça, c'est les foires de Languedoc sont aussi fréquentées, et jusqu'à Barcelone. Donc ce sont ces facteurs qui partent. Il ne part pas lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Alors, il y a sans doute un biais des sources, dans la mesure où le livre de raison conservé est celui qui porte sur un nombre d'années finalement assez restreint, même si c'est une source rare, on regrette qu'il n'y ait pas tout le reste. Mais comme ça porte que sur une période de 10 années... C'est la fin de carrière. Enfin, voilà, c'est ça, il est installé depuis longtemps, et donc peut-être qu'avant il le faisait lui-même. C'est possible, et puis par ailleurs... Ce que je comprends du livre de raison et de votre analyse, et corrigez-moi, c'est qu'il note ce qu'il doit savoir, c'est-à-dire ce dont il doit se souvenir. Donc on pourrait même imaginer qu'il ait voyagé, mais que comme c'est lui qui voyageait, il n'avait pas besoin de mettre par écrit tout. Ça pourrait être une option aussi. En fait, oui, c'est ce principe de l'aspect transactionnel. En fait, les transactions dont on a connaissance par la source ne sont qu'une partie de ces activités. Donc toutes les transactions orales, ou alors des transactions qui seraient passées sur un autre écrit, parce que on le voit bien quand on tient nous-mêmes des listes ou des papiers, on garde pas tout, puis il y a plein de choses qui peuvent être finalement invisibles, pour l'œil de l'historien, et c'est probablement le cas, évidemment. Alors, un cordier... Jean Tecelou est donc un cordier, on a vu comment fonctionnait son entreprise. Est-ce que déjà ça représente des volumes importants, cette activité, ou est-ce qu'on est sur une petite entreprise? Comment vous évalueriez ça? Alors c'est difficile à évaluer parce que
parce qu'on manque de points de comparaison vraiment par rapport à l'époque. Oui, qui permettrait de dire si en volume c'est vraiment beaucoup ou pas. Et l'autre problème, c'est que le livre de raison n'est pas un livre uniquement de contes, et donc il est très difficile de faire des sommes, de réussir à établir un bilan. Ouais. Donc que ce soit un bilan chiffré du point de vue de ses profits, ou d'un bilan chiffré en termes même de quantité. C'est très difficile en fait d'établir une balance un peu commerciale finalement de ces activités. En tout cas pas avec précision. Ah non. Et donc on a bien du mal à estimer, parce que c'était pas son objectif du tout. Hein. Il cherche pas à faire des comptabilités qui seraient une manière de faire un bilan comptable. On va y revenir, voilà. Mais oui, en effet. Et donc du coup, pour nous, c'est difficile d'estimer ça. Ce que l'on peut dire quand même, c'est plutôt par rapport à ses revenus. Ses revenus le placent tout de même dans une élite de sa ville. Et donc, en volume, on est quand même sur une activité qui est conséquente. Voilà. Et le fait qu'il se rende dans des foires qui sont tout de même assez lointaines, notamment à Barcelone, prouve aussi qu'il y a là un rayonnement quand même de son activité qui n'est pas du tout négligeable. Donc, ça n'est pas une toute petite affaire. Donc ce serait difficile de donner beaucoup plus de précision que ça, mais c'est en tout cas un marchand d'une certaine envergure, sans être évidemment un très grand commerçant de l'envergure de certaines compagnies commerciales ou bancaires italiennes de la même époque. Ouais. Justement, vous avez commencé à le dire, il fait partie de l'élite urbaine et il va diversifier ses activités. Alors voilà, donc quels sont ses autres intérêt, fonction, alors je parle intérêt privé parce qu'il y a la partie foncière, et il y a aussi le fait qu'il fasse partie de l'élite de la ville et qu'il accède à certaines fonctions à ce titre-là. Voilà, comment se diversifie-t-il quelque part dans toutes ces activités ? Oui, alors c'est vrai que, en fait, comme le livre de raison justement n'est pas qu'un livre de comptabilité, on voit apparaître d'autres aspects de sa vie finalement, et pas que son activité professionnelle au sens de marchand. Et puis les actes notariés qu'il a conservés permettent de compléter ça. Et donc on voit en fait toute une autre facette de son activité, et il est effectivement propriétaire de nombreuses terres. Donc ça, c'est l'aspect privé, hein, c'est son rôle de propriétaire terrien, quoi, en fait, toute une activité foncière qui n'est pas du tout, là encore, une exception. C'est-à-dire que finalement, ce qui est exceptionnel dans ce dossier, c'est plutôt la conservation d'une source de cette nature. C'est pas l'activité de Jean Tesser en elle-même qui semble être finalement quelque chose que d'autres marchands de cette envergure faisaient. Voilà, c'est ça. Donc avoir des vignes à côté, c'est quelque chose de très classique. C'est très normal. Voilà, une auberge. Oui, si je me oui, trompe c'est ça. pas. Il y a une taverne. Une taverne, tout à fait. Donc, en fait, ça, c'est assez classique. C'est une pluriactivité qui est totalement normale. Donc, il est très représentatif donc de cette élite. Donc oui, il est propriétaire de terres, il a des vignes, il a une taverne effectivement dont il tient les comptabilités aussi, donc les ventes et l'achat de vin. Et puis il a toute une activité publique. Là encore, c'est assez normal et on retrouve à ses côtés justement des membres de la famille des Sade dont on parlait tout à l'heure, ou encore la famille des Lartessus, qui est une grande famille de chanvriers, là aussi, un cordier. Donc on le retrouve aux côtés de tous ces gens-là et ça a l'air parfaitement normal. Et donc il est syndic de la ville. Donc une activité comme ça politique, en partie d'administration de la ville. Il est présent dans les conseils de délibération des syndics de la ville pendant quelques années. Et puis, il a certaines fonctions plus spécifiques qui lui sont confiées. Et il est notamment administrateur de l'hôpital Saint-Bénezet. Donc, en fait, il doit se charger de l'œuvre du pont Saint-Bénezet, donc un hôpital, une institution charitable. Qui accueille et soigne les malades, et il en est l'administrateur. Donc il s'occupe aussi des comptabilités de cette œuvre. Mais là, c'est une fonction publique qui lui est donnée par la ville. Qui n'a rien à voir. Oui. Ah bah non. Mais par contre, dans le livre de raison, on va retrouver effectivement
le suivi de cette œuvre, à côté d'autres éléments qui sont liés au chanvre, et puis en même temps d'autres notes sur des éléments de patrimoine qui n'ont rien à voir avec le métier de cordier. Donc tout ça va être assez mélangé. Oui, c'est ça. Et c'est bien pour ça donc qu'on peut l'appeler livre de raison. C'est parce que ce n'est pas un livre spécialisé uniquement dans le domaine qui serait celui de lui en tant que cordier, voilà, avec des comptabilités très très suivies et très linéaires. Finalement, ça n'est pas comme ça que ça se présente. C'est quelque chose qui est hétérogène dans son contenu. Donc c'est un manuel qui correspond à sa vie en réalité. Voilà. Et donc c'est un manuel qui rassemble des éléments hétérogènes. Et c'est en fait ça qui permet de l'appeler livre de raison, avec l'idée de raison entendue au sens latin du terme, ratio, c'est-à-dire tout ce qui renvoie à l'idée d'organiser, de mettre en ordre quelque chose. Et donc en fait, la ratio, ça peut être le calcul, mais ça peut être aussi juste le fait de mettre en ordre quelque chose. D'être au clair sur ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait, mais c'est pas de se rendre raison à soi-même de ses activités. C'est pas un livre de comptabilité. Eh ben non, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on y trouve aussi effectivement son œuvre en tant qu'administrateur de l'hôpital et tous les aspects liés à son activité foncière. Alors, vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Mélanie Dubois-Morestin, agrégée d'histoire et professeure en CPGE littéraire au lycée Gambetta Carnot d'Arras. Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce, qui existe toujours. Vous pouvez continuer à soutenir l'association via la page d'accueil de son site. Alors, pour continuer notre discussion, Jean Tesser va écrire, classer, compter. Maîtrise-t-il réellement bien l'écrit et comment s'en sert-il ? Alors oui, il maîtrise vraiment bien l'écrit. C'est quelqu'un qui en fait écrit toute sa vie, voilà, qui a été formé auprès de son maître lorsqu'il est devenu lui-même cordier. En fait, il a dû être formé à ce moment-là, et il y a une mention indiquant qu'il tenait déjà les comptabilités pour ce maître auprès duquel il a été formé. Donc, il a pratiqué comme ça l'écrit toute sa vie, et le livre de raison conservé n'en est qu'une infime partie, même si c'est déjà très riche. En fait, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il avait produit et qui n'a pas été conservé. Donc, c'est quelqu'un qui manie l'écrit avec une certaine expertise, en fait, qui a des compétences poussées en la matière, puisque il tient des écrits. Alors évidemment, c'est quelque chose qui nécessite d'être vu, donc c'est pour ça que dans le livre il y a aussi pas mal d'illustrations, parce que c'est nécessaire de se rendre compte de ça d'un point de vue vraiment visuel. Mais il tient ses écrits de façon très minutieuse, il est capable d'écrire avec une certaine clarté, il organise ses pages de façon très claire, même lorsqu'il est obligé de faire des ajouts, il s'efforce de faire en sorte que ça soit toujours très lisible. Il laisse des marges sur les côtés, il laisse de la place après chaque notice, c'est-à-dire après chaque transaction ou entrée qu'il souhaite faire pour l'une de ses activités. Et donc il laisse de la place, il trace des traits pour séparer les différentes catégories de son livre. Il va mettre les années à l'intérieur d'un cadre pour qu'on les repère bien dans son livre. Il va tracer parfois, lorsqu'une mention le nécessite, il va tracer une petite main en marge pour indiquer l'importance de telle ou telle transaction. Donc il y a un soin en fait pour que son écrit soit extrêmement lisible et puisse être un outil en fait pour lui, puisque l'écrit est un outil. Et donc il est capable de manier ça. Et cette expertise, cette compétence particulière dans l'écrit explique sans doute aussi que lui soient confiées des missions publiques telles que l'administration de l'hôpital Saint-Bénezet, parce qu'en fait il fallait quelqu'un qui soit capable, mais comme sans doute beaucoup des syndics en fait de la ville, de manier l'écrit, les comptabilités, et d'être ainsi capable de vérifier des transactions de toute nature. De toute nature, à la fois leur contenu et leur montant. Absolument. Pour vérifier. Et il écrit en quelle langue ? Alors il écrit en provençal, donc c'est provençal médiéval, c'est-à-dire donc en langue vernaculaire. Il n'écrit pas en latin. En revanche, les actes notariés qu'il conserve, eux, sont rédigés en latin par les notaires. Et donc, ça signifie que, bien entendu, il maîtrise aussi le latin. Donc, il y a évidemment une compétence linguistique aussi, supplémentaire. Bien sûr. Mais qui, là encore, semble être assez commune. C'est-à-dire que... qui est normal pour l'époque. Oui, tout à fait. Alors, on est en vieux provençal. Je précise d'ailleurs pour ceux qui ont envie de lire du vieux provençal, vous pouvez aussi vous procurer ce livre et vous verrez. C'est tout à fait
Enfin, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. En tout cas, j'ai essayé parfois de déchiffrer. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Est-ce que dans ce livre, dans ce rapport à l'écrit, il y a aussi une idée et dans quelle mesure, de transmission du patrimoine? Alors oui, et ça rejoint un peu l'idée, ce dont on parlait tout à l'heure à propos d'un lignage. Il y a bien sûr cette volonté de transmettre, et ce qui le montre bien, c'est que son fils, dans le livre de raison, dans la première année, son fils n'était pas mort à ce moment-là, et donc son fils écrit lui aussi dans le livre, c'est-à-dire que les 30 premières pages, les 30 premiers folios, sont rédigés non pas par Jean Tesser, mais par son fils. Qui donc est là aussi en fait sans doute en train d'être formé par son père, parce que par différentes sources on peut estimer à peu près son âge, et donc il est encore jeune, son fils. Alors c'est pas un adolescent non plus, mais en tout cas c'est un jeune homme, et donc il est toujours en train d'être formé par son père, et il participe à l'écriture. Ça montre bien cette volonté de transmettre, c'est-à-dire qu'il transmet non seulement un savoir-faire d'artisans, mais aussi un savoir-faire d'hommes d'affaires, en tout cas d'entrepreneurs, de marchands, qui doit savoir manier les écritures. Et donc, il apprend ça à son fils pour que ça puisse être Ça fait même partie des compétences essentielles, j'imagine, qu'il aurait voulu, qu'il a essayé de lui transmettre, du moins jusqu'à son décès. Absolument. Je reviens sur le terme de livre de raison. Oui. Alors, j'ai aussi trouvé donc rationaliste, pardon. Est-ce que c'est comme ça que Jean Tesser l'appelle, d'une part? Et ensuite, il y a tout un débat dont vous faites état dans votre ouvrage sur ce qu'est un livre de raison en tant que tel. Depuis le 19e siècle, on en discute. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un rapide panorama un peu de ces discussions? Bah oui, c'est compliqué parce qu'en fait, le livre de raison est une espèce de catégorie un peu mal définie, parce que on y met tout ce qu'on ne peut pas appeler vraiment autrement. Tout ce qui n'est pas vraiment un manuel de marchand, qui n'est pas vraiment un livre de comptabilité, qui rassemble des aspects qui sont à la fois professionnels et parfois un peu personnels, parce qu'il évoque la mort de son fils, il évoque le fait de mettre son deuxième fils avant sa mort aussi à l'école. Enfin, il y a des aspects un peu personnels, et donc c'est lorsqu'il y a cette hétérogénéité finalement de l'écrit qu'on parle de livre de raison comme d'une catégorie qui permet d'englober en fait ces différents éléments. Et c'est ce qui rend difficile la définition de cette notion, parce que elle est un peu complexe et pas vraiment bien définie. C'est une définition à contrario. Un peu par défaut, oui. Et donc c'est bien comme ça qu'elle a été pensée en réalité depuis longtemps. Alors Jean Tricart a beaucoup travaillé sur cette notion et a permis quand même de vraiment bien faire avancer la réflexion des historiens. C'est très précieux pour comprendre ce dont il s'agit. Mais ce qui est essentiel finalement dans le livre de raison, ça semble vraiment bien être cette idée de quelque chose qui est maniable, c'est-à-dire un livre qui soit d'un format pratique à utiliser au quotidien, un livre qui du coup n'est pas non plus trop épais, pas trop grand, un format finalement un peu A4, c'est à peu près ça, c'est l'équivalent de ce que ça donnerait à l'heure actuelle, donc un format comme ça, et puis un nombre de folios qui souvent n'excède pas, quand on compare un peu tous les livres de raison appelés comme ça dans les archives médiévales et modernes, qui n'excède souvent pas trop les 200 folios. Voilà. De manière à pouvoir le transporter facilement. Oui, absolument. Et donc, c'est ça, déjà, un aspect de sa définition. Et puis, l'autre aspect, donc voilà, c'est cette hétérogénéité des mentions et la volonté de se rendre à soi-même compte de tout ce que l'on fait dans sa vie, finalement, avec la volonté de le transmettre. Souvent, c'est à rapprocher quand même de cette idée d'une transmission possible de l'ouvrage ainsi réalisé. Et Jean Tesser ne l'appelle pas livre de raison. Jean Tesser l'appelle cartularium, c'est-à-dire cartulaire. Il le nomme ainsi à la manière des notaires, en fait. Il a l'impression de tenir un registre qui a quelque chose à voir avec la pratique des notaires. Et il imite beaucoup les notaires dans ses façons de faire. Donc il l'appelle cartularium parce que c'est une manière de procéder qui ressemble au registre des notaires. D'où la variété aussi, finalement, des transactions possibles. Donc, il l'appelle ainsi. Il a été appelé, du coup, comme ça dans les études qui ont pu être faites sur la source parfois. Parfois, il a été appelé livre de marchand. Et puis, globalement, depuis quand même les travaux de Anne-Marie Hayez, on en parle comme d'un livre de raison. Et alors,
Comment fonctionne ce livre? C'est-à-dire, alors, quel est son contenu? Est-ce qu'il renvoie à d'autres documents? Est-ce qu'on y trouve des annexes à l'intérieur, j'ai envie de dire? Enfin, voilà. Comment concrètement il l'utilise au quotidien? Alors justement, oui, il l'utilise au quotidien. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire qu'il l'utilise tous les jours, peut-être même. Parfois, l'analyse permet de montrer qu'il l'utilise plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment, il l'a constamment sous la main. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est son livre de chevet. Donc il écrit tous les jours sur le livre et il ne cesse effectivement de renvoyer à d'autres écrits. Et c'est ça qui permet de prendre conscience de la richesse en fait de ces archives, et c'est là qu'on déplore le fait de n'avoir que ce livre finalement, c'est qu'il tenait des dizaines d'autres livres, et donc il renvoie à tous ces livres. Il dit ça, on peut en trouver trace dans mon livre de l'année 1357. Donc, dans ce qu'il dirait son cartularium des années antérieures, il y a une référence, il va retrouver ça. Il va dire voir page temps, parce que c'est ce qu'il fait. Il dit voir à la page. Donc il note les pages. Absolument, il note les pages auxquelles on pourrait retrouver telle mention. Parce que peut-être qu'il y a un débit en cours en fait depuis longtemps, et donc il se dit oui, ça je l'ai à telle page de mon ouvrage de telle année. Et il fait comme ça sur un grand nombre de livres. En fait, il renvoie à de nombreux livres. Donc, ça a permis de reconstituer comme ça, et grâce aussi à son inventaire après décès, de reconstituer en fait l'existence de plus de 10, entre 10 et 15 autres livres qui devaient être comparables à ce livre qui, lui, couvre les années 1370-1377. Mais en réalité, avec 300 pages, il couvre quand même 7 ans. Ouais, un peu moins, 200 folios à peu près. C'est ça. Il couvre un nombre d'années assez conséquent, et c'est une exception. Les autres livres, quand on reconstitue un peu les archives de Jean Tesser, les autres, par le biais des références justement, les autres livres ne couvrent visiblement que 2 ou 3 années, jamais 7. Donc là, je l'ai mis sur le compte probablement d'une activité politique et publique beaucoup plus intense sur ces années-là, qui l'a amené à déléguer beaucoup plus son activité à d'autres, et notamment à ses facteurs. Donc, si eux-mêmes ont tenu des livres par ailleurs, eh bien forcément, lui a moins écrit. Mais donc voilà, il y a en permanence des références, et il fait des références aussi à l'intérieur de son livre. C'est-à-dire, il va dire, voir à la page temps de ce cartulaire. Et quand on vérifie, c'est toujours juste, il ne se trompe pas, c'est toujours exact. On peut tout vérifier. Où en est chacune des choses, les quittances, les bifs quand c'est payé. Enfin, il tient à jour son livre. Il tient à jour, en permanence. Dans le livre aussi, on trouve des contrats de travail. Oui. Alors voilà, comment fonctionnent donc justement les relations de travail avec les gens de son atelier? Alors je parle pas des gens qui sont en campagne et qui travaillent pour lui de manière presque indépendante, j'ai envie de dire, enfin sous forme de vraiment un contrat d'ordre, mais vraiment les gens qui sont dans l'atelier au quotidien, qui souvent ils forment. Oui. Voilà, donc cette relation, donc voilà, comment formaliser les contrats et comment ça fonctionne avec ces ouvriers-là. Oui, il y a plusieurs catégories finalement à l'intérieur de son atelier. Il y a les jeunes en fait qu'il forme effectivement, qui sont pris qui sont embauchés par le biais de contrats de travail, contrats d'apprentissage d'abord, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être formés pour 4 ans souvent, et en échange de cette formation de ces jeunes, eh bien ils sont logés, nourris. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le format classique des contrats d'apprentissage. Ils sont logés et nourris en échange du travail et de la formation qu'ils vont acquérir chez leur maître. Donc ça, c'est la première catégorie. Ils les appellent aussi les juvenes, donc les jeunes gens. Et puis, une fois que ces gens ont été formés, soit ils restent dans l'atelier, soit ils repartent pour travailler ailleurs. Ça, c'est possible. Mais sinon, ils peuvent être embauchés comme cette fois-ci véritablement ouvriers de l'atelier, donc des artisans qui restent dans l'atelier et qui sont ceux en fait qui travaillent les cordes beaucoup plus probablement que Jean Tesser, qui fait figure de patron en fait. C'est eux qui font réellement la production au quotidien. Oui. Donc on a ces ouvriers-là qui sont... On a très peu de contrats de travail dans le livre de raison, mais lorsqu'il y en a, vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, mais lorsque c'est le cas, il indique qu'il les embauche en général pour 1 ou 2 ans. C'est rarement plus, et ces contrats sont éventuellement renouvelés. Et puis les tarifs, voilà. Tout à fait, avec le salaire. Le salaire, attaché et puis le fait qu'ils soient hébergés aussi, qui peut être précisé. Oui, absolument, parce que le Cordy, Jean Tesser, a plusieurs maisons et plusieurs boutiques, et donc on se rend compte que les ouvriers, pour beaucoup d'entre eux, sont logés. Oui.
Je terminerai par le crédit, c'est-à-dire le crédit et le discrédit. Est-ce que Jean Tesser pratique le crédit à l'achat, à la vente? Est-ce qu'il perçoit des intérêts? Alors oui, il pratique le crédit, je dirais même que c'est le mode de fonctionnement normal de toute cette activité marchande, et presque heureusement, parce que s'il ne faisait que des ventes au comptant ou des achats au comptant, eh bien on n'aurait rien, ou presque rien, comme trace de son activité. Oui, c'est justement... Quand la transaction est faite sur le moment, finalement, il n'a pas besoin d'écrire dans son livre. Et oui, et sans doute qu'il y a beaucoup de transactions qui ne sont pas visibles parce qu'elles sont payées au comptant. Donc, oui, il pratique le crédit tout le temps, tous les jours. Donc en général, ça court sur très peu de temps, quelques jours en fait. Il vend une marchandise et puis c'est le facteur qui va venir le payer. Donc le facteur de l'autre marchand ou artisan qui vient le payer. Ou alors, il va pouvoir du coup se fournir en pain chez la boulangère parce que elle lui doit telle chose pour 2 cordes qu'elle lui a acheté quelques jours auparavant. Donc en fait, c'est tout un ensemble de transactions enchaînées, les unes aux autres, imbriquées, les unes aux autres. Et donc c'est ainsi que ça fonctionne. Donc oui, il pratique le crédit. Et il est important d'être payé. C'est pour ça qu'il tient à jour ainsi, qu'il barre lorsque ça a été payé. Et lorsque ça ne l'a pas été ou pas dans les temps, il évite de faire affaire à nouveau avec ces personnes-là. Et en général, un mauvais payeur, on ne le retrouve pas dans les transactions suivantes. Oui, parce qu'il y a une petite aventure, notamment pour qu'on crée une compagnie avec 2 de ses anciens ouvriers qui avortent parce qu'effectivement ils trouvent pas satisfaction, et là on les voit plus. Ah oui. Voilà. Là c'est ça. C'est normal. C'est une association avec 2 anciens facteurs qu'il a en fait pris comme associés. Donc là c'est une volonté de partager à la fois le capital investi et les bénéfices. Et l'affaire se termine très mal. Très mal et très vite. Très vite, et par un procès en fait qui l'oppose à ses anciens associés et anciens facteurs. Et donc on voit bien que les revenus d'une année ont été très très faibles par rapport aux revenus qu'on arrive à reconstituer par ailleurs. Donc il a vraiment perdu de l'argent, dans cette affaire-là. Oui. Et alors, pour revenir à la question, est-ce qu'il perçoit des intérêts? Est-ce que déjà on les appelle comme tels? Voilà, c'est une question un peu compliqué en fait. Oui, c'est compliqué parce que ça n'est pas dit. À aucun moment on ne va dire que je sais pas, cette corde a été vendue et en échange, on va dire, du délai, on perçoit un intérêt. Non, ça n'est jamais mentionné, ça n'est jamais écrit. Et pour autant, il est évident que l'on pratique le crédit à intérêt. C'est pas du tout une affaire on ne fait pas l'aumône, et donc c'est évidemment avec intérêt. Alors c'est difficile à estimer parce qu'en fait il ne le dit pas clairement, et lorsqu'il mentionne le prix de la marchandise en question, l'intérêt est compris dedans. Donc on ne peut pas percevoir la différence entre le prix à payer et le prix réellement payé avec un intérêt qui se verrait. Il ne se voit pas. Ce que l'on sait, c'est que en général, à cette époque-là et dans ces milieux-là, un taux d'intérêt autour de 10 à 15% n'est pas du tout exceptionnel. Donc il est probable qu'il le fasse ainsi. C'est encore plus difficile à estimer dans la mesure où, comme il y a des transactions imbriquées, si on lui a permis d'acheter plus de choses en échange parce qu'il y avait un intérêt en cours, là encore, on ne peut pas du tout le percevoir. C'est plutôt comme ça que ça se passe en réalité. C'est qu'on gonfle un petit peu la dette pour pouvoir récupérer plus de marchandises, et finalement c'est comme ça qu'on retrouve un intérêt. Absolument. Mais c'est très indirect. Voilà. C'est très indirect, mais c'est très très répandu, et encore une fois tout à fait normal. Voilà, c'est pas mal vu du tout. Il y a quelque chose de très logique à fonctionner comme ça. Bien, merci beaucoup. Merci Mélanie Dubois-Moressin d'avoir répondu à nos questions. Alors je rappelle que vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégée d'histoire, docteur en histoire médiévale et professeur de CPGE littéraire au lycée Gambetta Carnot d'Arras. Nous vous recevions aujourd'hui pour Être entrepreneur au Moyen-Âge, Jean Tesser, artisan cordier d'Avignon, paru aux éditions Septentrion. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.